avant de commencer le cours, donc je me présente, c'est le Dr Ossihan, maître assistant en maladie infectieuse. Donc pour commencer, je commence à la définition, l'introduction. Donc chaque fois, c'est une toxi-infection très grave, non contagieuse, bien invasive, stricte sporulée, appelée Clostridium tetani, encore appelée bacille du microarbre. Donc à chaque fois que vous entendez le terme toxi-infection, donc ça veut dire qu'il y a un germe, synonyme d'infection. Vous avez à côté une libération d'un produit qui est une toxine. Donc vous avez les effets de germe et les effets de la toxine. En matière de tétanos, c'est beaucoup plus la toxine qui est délétère, c'est elle qui est responsable de la physiopathologie qu'on va voir après. C'est une maladie non immunisante à déclaration obligatoire. Donc il faut connaître la liste des maladies à déclaration obligatoire. Moi je pense avoir 13 d'autres à déclaration facultative. Elle est non immunisante. Ça veut dire qu'on ne fait pas une seule fois une tétanos dans la vie. Donc, il faut, même pour la vaccination, c'est une vaccination qui reste efficace, mais avec des rappels. C'est pour ça qu'on refait la vaccination antitatanique chaque 10 ans. Elle reste un problème de santé publique, surtout dans les pays en sous-développement, à cause des moyens d'hygiène. Vous voyez qu'il y a 1 million de décès par an et 900 000 cas de tétanos néonatal, surtout en pays en sous-développement. On va voir après la cause de tétanos néonatal dans les pays en sous-développement. La prévention reste le meilleur traitement qui repose essentiellement sur la vaccination, mais qui doit se répéter, c'est-à-dire que vous avez des rappels vaccinaux qu'il faut respecter. Et le traitement correct du blé qui est la porte d'entrée. Donc, sur le plan bactériologique, donc, quand vous avez un module de microbiologie, donc on est obligé de vous faire un rappel sur la bactériologie. En effet, donc le Clostridium tetani, encore appelé bacille de Nicolas, est un bacille anaérobie strict, c'est-à-dire il vit donc en anaérobie, donc il n'a pas besoin d'oxygène. Donc, au contraire, donc, il est mobile, pardon. Il est à gram positif et sporulé. Cette forme sporulée, donc, qui représente la forme de résistance dans le milieu extérieur. Donc, on parle du sport. Ces spores qui peuvent persister plusieurs mois, voire plusieurs années dans le sol, à l'abri du sol. Elles sont résistantes à la chaleur et un grand nombre de désinfectants, y compris les désinfectants habituels qu'on utilise, comme le javel. Elles sont détruites par les dérivés iodés par autoclave, donc par autoclave, c'est-à-dire par la chaleur. La bactérie est localisée dans la porte d'entrée, elle va donc disséminer la toxine. On va libérer la toxine qui va se disséminer dans l'organisme. Il s'agit d'une exotoxine protéique neurotrope très très puissante. Donc, sur le plan microscopique, donc vous voyez, donc ça c'est le bacille. Je ne vais pas montrer. Donc, il nous avait à côté la toxine. Et ça, c'est l'aspect du sport. Et c'est un gène très résistant. En matière donc, de profil de l'épidémiologie, donc vous voyez, sur le plan épidémiologique, donc le réservoir de germes, donc c'est un germe ubiquitaire, tellurique, donc on le retrouve sur la terre, largement répandant dans les sols, donc, surtout les sols chauds et humides, et retrouvé aussi sur les plantes, donc les épines principalement. Par exemple, les épines
Les spores sont présents également dans les poussières, dans les selles et dans certains animaux avec l'autre niveau. On retrouve le bacille dans de nombreux sites, comme le milieu chirurgical, donc les salles d'opération stérilisées par exemple, et les vêtements et le matériel. Donc, c'est ça, là, on va parler de tétanos iatrogène ou d'origine chirurgicale qu'on va voir dans les formes cliniques. Mode de transmission, donc après pénétration dans l'organisme du sport, par effraction cutanée ou muqueuse, le tétanos est toujours post-traumatique ou post-chirurgical, parce qu'on trouve la spore d'entrée, c'est que la plaie est minime. Ça veut dire que la plaie est tellement petite qu'on n'arrive pas à l'objectiver. Les spores pénètrent dans l'organisme et à la plaie peuvent y survivre des mois, voire des années. Et les conditions adéquates se présentent, le spore de germe se transforme en bacille sécrétant la toxine. Donc, vous avez des spores qui vont se transformer en bacille et ils vont libérer la toxine. Le bacille tétanique n'a pas besoin d'oxygène pour survivre. D'accord? Parce qu'il peut vivre en anaérobie stricte. Donc, la présence de tissus nécrosés et de corps interrogés constitue le terrain adéquat donc, pour la prolifération et la production de sa toxine qui est neurotrope. Donc, quelques portes d'entrée. Donc, on va voir maintenant les portes d'entrée. D'accord? Donc, pour les portes d'entrée, donc le canot, donc on va les portes d'entrée. Donc, pour les portes d'entrée, donc on a les différentes portes d'entrée qu'on peut voir. Pourquoi? Donc, les différentes portes d'entrée, vous avez les portes d'entrée par des plaies accidentales récentes, donc c'est les plus fréquentes, donc minimes, qui passent inaperçues, négligées, des piqûres, des morsures, blessures par un clou, chose qui est fréquente, accident de la circulation, de l'acier, de la voiture. Et les plaies chroniques, ulcères de jambes et la gangrène, là aussi. Donc, les spores peuvent venir se greffer sur cette porte d'entrée. Le tétanos post-chirurgical, après une grosse intervention sur une fracture ouverte, le tétanos obstétrical, donc c'est l'avortement dans des conditions septiques, le tétanos post-injection, IM, avec l'utilisation du matériel non stérilisé, la toxicomanie avec partage de seringues aussi, non stérilisé, le tétanos néonatal ou ombilical. Donc là, c'est la section du cordon ombilical, soit à la maison, soit à l'hôpital. Mais il y a longtemps, c'était les accouchements qui se passaient à la maison, donc à l'aide d'un instrument qui est solide ou l'application de certains produits comme l'élé ou le henna, l'élé, d'accord? Le henna, c'est un produit théorique, c'est un produit alimentaire. Il y a présence du sport de Clostridium titane. Il y a certains aussi gestes comme la circoncision dans des conditions douteuses, le piercing avec la mode de piercing, donc on voit de plus en plus de tétanos après des gestes de piercing. Les otites chroniques supérieures, c'est une éventualité rare, mais elle existe. Parfois, la porte d'entrée est non identifiée, donc certains parlent de 10%, de 5 à 10%. Il y a certains auteurs qui parlent jusqu'à 30%. Donc là, c'est les portes d'entrée non identifiées. Et d'autres, ils parlent de prix non retrouvés, c'est-à-dire elles existent, mais on n'arrive pas à les retrouver. Donc, il faut savoir aussi que le tétanos ne se transmet pas de personne à personne et il ne donne pas d'immunité
suite à une infection. Donc ça, c'est c'est l'épine de l'érosier. Donc ça, parce qu'il y a de la terre tout autour. Donc on peut retrouver ici des spots. Ça, c'est une plaie. Donc suite, soi-disant, une coupure par un matériel tranchant ou piquant, d'accord, qui est souillé. Donc ça, c'est l'ulcère de jambe. Ensuite, sur le plan épidémiologique, donc modalité épidémiologique, donc le tétanos reste un problème de santé publique, que ce soit mondial ou dans les pays sous-développés. C'est une maladie la plus meurtrière chez les enfants moins de 1 an. Si on était, il y a une augmentation à cause des activités de loisirs, donc jardinage et agriculture. La population à risque est constituée par les sujets non mal vaccinés, avec du gros particulièrement, c'est les sujets âgés et les femmes. D'accord. Les sujets âgés sont adeptes du jardinage et d'agriculture. Ils négligent pas mal de piqûres d'épines et contact animalier et contact avec la terre. Donc, il faut des surveillances des personnes âgées après une lésion par du matériel souillé par la terre. Les femmes, d'accord, dans la population masculine, on parle de service militaire qui est un genre protecteur parce que dès qu'il y a une nouvelle recrue, donc elle reçoit le DT adulte, c'est-à-dire la diphtérie tétanos, au sein de l'AMP. Donc, en Algérie, vous voyez en Algérie, donc il y a eu un recul grâce à la vaccination, puis disparition de tétanos néonatal, mais le tétanos néonatal a été validé en 2018, c'est-à-dire, donc c'est ça, donc il y a une diminution importante du tétanos néonatal en Algérie. Donc là, pour la physiopathe, donc il y a une libération de deux toxines, donc qui sont la tétanospasmine et la tétanoloysine. Ce qui nous intéresse, c'est la tétanospasmine, qui est une neurotoxine très puissante, qui une petite quantité peut donner. Donc, elle est élaborée au point d'inoculation, d'accord. Ensuite, elle pénètre dans l'axone et elle gagne le système nerveux, donc le système nerveux central par voie rétrograde. Donc, elle arrive au motoneurone alpha, qu'est-ce qu'elle fait? Donc, de la colonne antérieure, la moelle épinière, elle bloque ce motoneurone. Donc, l'hyperactivité des motoneurones alpha et l'inhibition de relâchement musculaire, c'est ça la conséquence. Et toute stimulation, au lieu qu'il donc, elle s'accompagne d'un spasme généralisé suite à ce mécanisme de blocage de la moelle épinière. Donc c'est ça, d'entrée, voie rétrograde, blocage du motoneurone, ensuite toute stimulation, donc le fait qu'il n'y a pas d'inhibition donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va se manifester par une hyper du spasme, une contracture. Donc, inhibition de relâchement musculaire. Il n'y a plus de relâchement. Donc, chaque stimulation va s'accompagner d'une contracture. Donc, elle se manifeste par des spasmes, type de tricemus ou de contracture musculaire. Donc, ça, c'est le tricemus musculaire. Donc, cliniquement, donc on va prendre comme type de description donc, la forme aiguë généralisée d'un adulte non vacciné après une plaie négligée. Donc, après une phase d'incubation qui est variable, donc elle est silencieuse, elle peut durer de 3 à 21 jours selon l'apport d'entrée. Donc, c'est l'apport d'entrée céphalique. Donc, l'évolution de l'incubation, elle est très courte, d'accord?
plus l'incubation est courte, plus l'infection est grave. Donc, on va voir cela dans les critères de gravité. La phase d'invasion est marquée par un signe majeur qui est le trismus. D'accord? Le trismus qui s'installe au bout de 48 heures, d'accord? 48 heures après avoir été victime de, donc après l'inoculation, pardon. Donc, c'est une contracture bilatérale et symétrique des muscles masséters qui est douloureuse, d'accord, invincible, sans fièvre, d'accord, avec gêne à l'ouverture de la bouche et troubles d'élocution, d'accord. À côté de cette contracture, vous avez le signe de l'abaissement captif, d'Armagon. Le malade ne lâche plus l'abaissement. Si on essaie de mettre un abaissement sur la langue, donc le malade, tellement il y a une contracture des muscles masséters, donc il ne peut plus lâcher l'abaissement. Il y a la gêne qui va augmenter, d'accord, de plus en plus, c'est-à-dire la contracture s'intensifie jusqu'à ce qu'il y ait une gêne à l'alimentation avec risque de fausse route. C'est toute la gravité de trismus, d'accord. Donc fausse route, ça veut dire infection pulmonaire, ça veut dire gêne à l'articulation. Donc, ce qui nous amène à arrêter toute alimentation. Donc, tout spiritismus doit être considéré comme d'origine tétanique jusqu'à preuve de contraire. Donc, après l'incubation, donc, qui est silencieuse, la phase d'invasion qui est caractérisée par un trismus, mais qui est donc, apolitique, donc ça c'est schématiquement, donc le trismus, donc c'est une image contractuelle liée au tétanos, ça aussi, d'accord, et ça c'est le schéma. Donc, à côté de, donc après la phase d'invasion, vous avez la phase d'état. Les contractures donc, qui ont commencé dans le visage, donc ils vont se généraliser au bout de 2 à 3 jours. Le délai entre le trismus et l'apparition du premier paroxysme est un facteur de risque aussi pour le moustique. La période, plus la période est courte, plus le tétanos est grave. L'espace musculature évolue en descendant, c'est-à-dire le visage, ça va descendre. La mâchoire, trismus serré, la face faciale sardonique, donc aspect de rire moqueur, le cou, tête en hyperflexion, régulièrement, contracture des muscles paravertébraux qui va donner l'aspect d'opistomonus, donc exagération de la lordose, avec la lordose lombaire et hypertension, membre supérieur en flexion, point fermé, membre inférieur en extension. Donc cette image reprend tout ce qu'on veut, donc pour les membres supérieurs, d'accord. Donc ça c'est une fascia sardonique, d'accord, avec cette contracture autour. Donc dysphagie complète, spasme laryngé avec risque. Donc une fois que le larynx est touché, le risque c'est quoi? Le risque c'est quoi? C'est l'asphyxie, d'accord. Une apnée, arrêt du mouvement respiratoire, une cyanose, coloration bleue, donc des téguments dus à un trouble de l'oxygénation, contracture des muscles respiratoires et abdominaux, responsables de ventre de bois pour les abdominaux, contracture généralisée, permanente et douloureuse. Ces contractures, elles sont généralisées, permanentes et douloureuses, avec des paroxysmes qui sont brutaux, c'est-à-dire c'est un malade avec des contractures généralisées en allant du visage vers les membres inférieurs, avec des paroxysmes. À chaque fois qu'il y a une stimulation, au lieu qu'il y ait, c'est-à-dire le moteur neurone qui est bloqué, donc il n'y a plus de relâchement, donc il va y avoir des paroxysmes. Donc ces paroxysmes sont brutaux, imprévisibles, douloureux, spontanés ou provoqués par le bruit, la lumière, les soins et la déglutition. C'est pour ça que le malade, on peut avoir appelé dans le traitement, doit être isolé dans une chambre noire, c'est-à-dire
on peut trouver aussi des crises tonico-cloniques, type convulsive, généralisées. Les réflexes sont exagérés, d'accord, et pas de Babinski. Et parfois, on peut retrouver une rétention urinaire d'intérêt de placer une sonde urinaire. Donc, le tétanos est de diagnostic clinique, il est essentiellement clinique, basé sur la notion de porte d'entrée négligée, absence de vaccination et l'aspect clinique, aspect de trismus, le trismus plus la contracture généralisée. Donc, ça c'est de pistonumus, d'accord? Ça aussi, vous voyez aussi l'aspect de topistonumus, c'est la contraction. Donc, vous avez des muscles. Ça aussi, c'est un pistonumus. C'est quelques images qu'on a prises sur Internet. Donc, l'évolution, il n'existe pas de tétanos bénin. La mortalité reste élevée. Donc, une fois le tétanos est déclaré, donc il y a toujours un risque de décès. Il est de l'ordre de 25% en absence de traitement. Et la guérison est très très lente à obtenir. Les paroxysmes s'espacent et s'atténuent ainsi que le donc les paroxysmes vont s'espacer et s'atténuer ainsi que la contracture, mais demande des semaines, voire un mois, des mois pour disparaître, surtout le faciès sardonique. Donc, c'est des malades qu'on prend en charge généralement dans des services de réanimation. On utilise des molécules pour relâcher les malades, type barbiturique ou cure à la route. On va voir dans le chapitre traitement. Donc, le pronostic est mis en jeu quand il y a une atteinte des muscles pharyngo-laryngés, c'est-à-dire avec risque de déglutition. Le risque aussi, il y a aussi un syndrome, le syndrome neurovégétatif, qui est lié à une hyperactivité, réactivité sympathique au cours des tétanos graves, avec tachycardie, hypertension artérielle, surabondante hyperthermie, qui peut évoluer par un état de choc. Décès par atteinte aussi des muscles respiratoires. Là, c'est le pronostic du temps qui est mis en jeu, soit par atteinte pharyngo-laryngée, trouble d'habitude, soit par atteinte neurovégétative et par atteinte du muscle respiratoire. Les complications liées au tétanos sont soit liées au décubitus, type ischia, thrombophlébite, rigueur articulaire et tout. La seule infection hospitalière, donc pneumopathie, sepsis surplantaire, chaque fois qu'il y a un malade immobile, donc il y a un risque de surinfection. Lié au terrain, c'est l'insuffisance respiratoire chronique, l'insuffisance cardiaque. Donc au lieu que le malade meure de son tétanos, il va mourir de des complications. Donc il y a une complication de sa taille préexistante. Les séquelles les plus fréquentes sont la rétraction tendinosa, la sténose trachéale et des fractures vertébrales du paroxysme. Pour la rétraction tendineuse, doit être prévenue par une bonne kinésithérapie. Les formes cliniques, vous avez trois types de formes cliniques. Il y a les formes topographiques, il y a le tétanos céphalique, quand la porte d'entrée donc, quand la porte d'entrée est faciale ou au cuir chevelu, elle s'accompagne généralement de paralysie d'un nerf crânien. Le tétanos localisé à un membre, il est rare, mais il peut se voir chez des gens partiellement vaccinés. C'est des gens qui ont des vaccins, mais qui ont fait la vaccination n'a pas lieu de la rappeler. De bons pronostics, heureusement. Le tétanos de Rose est une paralysie faciale périphérique. Le tétanos de Worms est une plaie de l'orbite et des paupières qui s'accompagne de paralysie des muscles
oculaires, donc des paralysés, des pertes crâniennes oculaires, donc touchant surtout le troisième père crânien. Quand vous entendez rose, c'est paralysé facial, et quand vous entendez rose, c'est une paralysée donc, oculaire, surtout le troisième père crânien. Donc, il faut selon l'âge, donc retenir le tétanos néonatal, donc il survient les 4 premières semaines. Les symptômes, c'est le reflux de tétée, les pleurs incessants et la fièvre. Donc vous voyez que normalement, il n'y a pas de fièvre. Et chez le nouveau-né, vous avez de la fièvre. Le diagnostic clinique, les crises hypertoniques, la conscience conservée, l'évolution. Donc, hypertonie globale chez un nouveau-né à domicile. L'absence d'asepsie lors d'accouchement favorise le tétanos néonatal. La parodontie la plus fréquente, ce sont les soins de cordon faits à domicile, soit en utilisant du matériel non stérilisé, soit en appliquant des produits type argile ou henné, c'est-à-dire le henna. Donc, le tétanos néonatal, il est très grave. Donc, généralement, les enfants décèdent. Comme suivant le tyran, vous avez le tétanos de la femme enceinte qui survient lors de la grossesse, d'accord? Donc, dans l'intervalle de 6e semaine qui survient à la fin de la grossesse. Donc, on parle de tétanos maternel, d'accord? Donc, la parodontie, elle peut être aussi tétanos obstétrical, on parle de parodontie génitale, donc dans les 6 semaines suivant l'accouchement. Il y a aussi le tétanos post-partum, post-abortum. Donc, l'évolution et le pronostic, plusieurs classifications permettent d'établir un score de gravité, comme on a déjà cité, que, par exemple, pour l'incubation, vous voyez ici, donc l'incubation. Donc, l'incubation et l'invasion sont des facteurs de gravité, par exemple. Ici, on a dit que plus l'incubation est courte, plus l'infection est grave. Donc, ici, on a dit que l'invasion. Donc, vous avez aussi la porte d'entrée. Donc, plus la porte d'entrée à côté des centres sont nerveux, plus les gras. Donc, on va voir maintenant. Donc, le pronostic par rapport. Donc, les critères, vous avez l'incubation, l'invasion, la porte d'entrée, les paroxysmes, la température rectale et le pouls. Donc, pour l'incubation, donc, on a score à 0 quand elle est au-delà de 7 jours et elle est grave quand elle est moins de 7 jours. L'invasion est la même chose. Plus de 2 jours et 2 jours, c'est 0. Moins de 2 jours, c'est 1. Les autres, la porte d'entrée, autres ou inconnus, donc on la classe en 0, mais quand elle est ombilicale, utérine, brûlure, fracture ouverte, injection et IM, donc là, on la classe en 1, donc 1 point. Donc, paroxysme absent à présent, la température, moins de 38,5, plus de 38,5, le pouls, nouveau-né, moins de 150, plus de 150 l'adulte, moins de 120 et plus de 120. Donc, une fois que vous avez donc là, vous allez compter donc, le score de définir la gravité. Si votre score est égal à 0, 1 ou 2, donc on parle de tétanos plus. Si le score est égal à 3, donc là on parle de gravité modérée. Mais si votre score dépasse les 4 à 5, donc 4, 5, 6, donc là vous êtes dans le tétanos. Donc l'intérêt de ce score, c'est non seulement de placer votre malade, mais de savoir où le mettre dans un service infectieuse ou le
transférer en réanimation d'un côté et de prévoir le pronostic. Donc, quand vous avez un tétanos grave, le pronostic est réservé. Donc, le diagnostic de tétanos, le diagnostic, il est essentiellement clinique, d'accord? Clinique et épidémiologique, épidémioclinique. Donc, la première des choses, il faut s'enquérir de l'état vaccinaire, parce que l'état vaccinal est défectueux, donc c'est un facteur pour le tétanos. Ensuite, vous avez la clinique, le trismus transfert, le faciès symptomique. Aucun test biologique n'est indispensable pour le diagnostic, encore de tétanos, quoique on peut mettre en évidence le clostridium tétanique dans la porte d'entrée par PCR, mais aucun intérêt pour la sérologie. Donc, le diagnostic, il est essentiellement épidémioclinique ou diagnostic clinique. Le diagnostic différentiel, pour le trismus, donc, vous avez, ça c'est une question qui revient généralement, donc c'est une question classique, sur le diagnostic différentiel de tétanos. Donc, vous avez l'arthrite temporomaxillaire, le phlegma amygdalien qui s'accompagne d'un trismus, la méningite encéphalite, toute inflammation des méninges ou des espaces arachnoïdiens, la péritonite pour l'abdomen, la rage qui donne donc une forme, donc dans sa forme, il y a deux formes pour la rage. Donc c'est la rage donc furieuse qui donne des contractures aussi. Crise de tétanie par l'hypocalcémie, état de maille épileptique, hystérie et certaines causes toxiques, telles que prise de neuroleptiques. Retenez au moins avant le diagnostic de France. Pour les contractures généralisées, on retient les méningites, le neuropaludisme, la rage, voire la rage, donc la rage qui peut donner aussi des contractures généralisées, l'hypocalcémie et les crises d'hystérie. Pour le tétanos néonatal, vous avez les convulsions des causes métaboliques qui sont fréquentes chez les nouveau-nés, l'hypoglycémie, l'hypocalcémie, donc tous les états de déficit peuvent donner des convulsions. Les convulsions post-anoxiques, des graisses respiratoires qui s'accompagnent d'une hypoxie, peuvent donner des convulsions donc, qui peuvent simuler un tétanos généralisé de nouveau-né. Une hémorragie cérébro-méningée par l'hypovitaminose K, une méningite néonatale. Donc, je pense que la question qui revient le plus sur le diagnostic différentiel devant un trismus. Le traitement, donc dernier chapitre, on va le dernier chapitre qui est le traitement. Donc, vous avez les armes toujours dans le traitement, le curatif, le préventif. Dans le curatif, vous avez le spécifique et vous avez le symptomatique. Savoir que pour le tétanos, donc, il y a le traitement spécifique qui peut traiter la porte d'entrée, pour lutter contre la toxine et traiter les organes internes. Vous avez deux armes. Vous avez les immunoglobulines spécifiques pour lutter contre la toxine et vous avez les antibiotiques pour donc, stériliser la porte d'entrée. Donc, on donne généralement donc, la pénigie. S'il y a une allergie, on peut passer à la tétracycline, la toxine ou le flagyl, d'accord, pendant 7 jours. Traitement de la porte d'entrée aussi, donc non seulement il faut donner des antibiotiques, mais il faut stériliser donc, le traitement, donc la décharge, ce qu'on appelle la décharge, donc désinfection, nettoyage, barrage de la plaie, débridement chimique, toujours après injection des immunoglobulines, antibiothérapie et traitement sédatif. Enfin, vous avez la vaccination. Donc, la tétanos n'est pas une maladie immunisante, donc la vaccination doit être débutée par une anatoxine. On incite différentes injections, c'est-à-dire on donne les immunoglobulines d'un côté et de l'autre côté, on commence la vaccination, ce qu'on appelle la séroanatoxino-vaccination, d'accord? On répète l'injection d'anatoxine 2 mois après la première. Donc, le symptomatique, donc là, dans le tétanos,
le symptomatique a une grande place, donc le traitement a une grande place. Donc se fait obligatoire en unité de réanimation. Donc, vous voyez que la prise en charge de tétanos se fait dans une unité de réanimation. C'est par rapport aux drogues utilisées. Donc, on va dire, donc, le patient doit être isolé dans une chambre, comme on l'a dit déjà, donc à l'abri de la lumière, des bruits, d'accord. Ventilation respiratoire assistée, parfois on est obligé, soit d'oxygène, soit carrément dans les formes d'intuber, ventiler le malade. Sédation en utilisant la morphine. Donc vous avez plusieurs molécules proposées. Vous avez le myorelaxant, les benzodiazépines, type. Donc les benzodiazépines, comme le Valium, en intra-artériel. Les anticoagulants pour prévenir la thrombose. La réhydratation avec équilibre hydroélectrolytique et la nutrition parentale. Tout ça, ce sont des armes symptomatiques. Le préventif, donc on arrive aussi. Donc on a parlé de la sérovaccination comme traitement curatif. Donc on a dit la sérothérapie qui doit être complétée par la vaccination. Mais la vaccination préventive, donc on a géré le tétanos fait partie de. Donc il ne faut pas mélanger entre les deux. Donc là, on est dans le curatif. Donc après lésion, risque avec risque de. Donc vous avez une plaie avec risque de tétanos, donc vous allez donner non seulement des hémoglobines, mais des antibiotiques, mais vous allez rajouter la vaccination, c'est ce qu'on appelle la séroanatoxino prévention. D'accord. Mais là, dans le préventif, avant même qu'il y ait une plaie tétanogène, donc là, on va se référer au programme national de vaccination qui comprend un vaccin tétanique associé généralement soit à la diphtérie, soit à la coqueluche ou à polio, donc ce qu'on appelle d'éticoque polio. Donc dans le nouvel calendrier vaccinal, donc celui-là, donc en 2014 ou 2015, qui a été révisé, je pense, en 2019 ou 2018, je ne me rappelle plus. Donc vous avez à 2 mois le tétanos, DT-coque, donc tétanos. Donc à 2 mois, 4 mois, avec un rappel à 12 mois, puis des rappels tous les 5 ans jusqu'à l'âge de 18 ans. Et au-delà de 18 ans, vous devriez faire des rappels chaque 10 ans, d'accord, à vie. L'OMS peut, ici quelques années, éradiquer le tétanos néonatal par vaccination systématique en cours de grossesse. Donc, c'est des femmes qui doivent recevoir une vaccination au cours des grossesses. Donc, pour les femmes, il faut vérifier votre vaccination. Donc, pour le vaccin qui se fait chaque 10 ans, c'est le DT adulte. D'accord. Donc, on arrive maintenant à la conduite à tenir durant une plaie tétanogène. Donc, si quelqu'un qui a un vaccin moins de 5 ans, donc il n'y a rien à faire, donc il n'y a pas de risque de tétanos. Mais quelqu'un qui a un vaccin, donc la dernière vaccination, donc vous avez posé la question aux malades ou vous cherchez dans le cas calendrier vaccinal, donc ils voient la dernière vaccination qui remonte. Si elle remonte à moins de 5 ans, donc il n'y a rien à faire. Il est bien protégé. C'est entre 5 à 10 ans avec plaie minime, c'est rien à faire, donc il n'y a rien à faire. Mais si la plaie est profonde, vous souillez, donc faites un rappel vaccinal. Si c'est une vaccination qui dépasse les 10 ans, là, il faut faire un rappel vaccinal. Et si la plaie est profonde, n'oubliez pas de donner la sérothérapie, c'est-à-dire des immunoglobulines spécifiques. D'accord.
Si le malade n'est pas vacciné du tout, là, c'est des immunoglobulines 1 à 2 plus schéma vaccinal. Donc, on donne une dose ou deux doses d'immunoglobulines plus une vaccination complète. Donc, ça, c'est schématiquement ce qu'on vient de dire. Donc, si on vous pose la question, il faut répondre de cette manière, c'est-à-dire avec les détails. Donc, type de blessure minime, une blessure minime, propre, commencer ou compléter la vaccination. Donc, si j'ai un sujet qui n'a pas immunisé, il n'a pas de vaccination complète, donc un action panique. Si patient totalement immunisé, délai depuis le dernier rappel. Donc, s'il n'est pas vacciné, non immunisé, donc c'est de faire la vaccination plus la sérothérapie devant une lésion d'un. Si il est bien vacciné, là, il faut voir la date de la dernière vaccination. C'est qu'à 10 ans, donc on ne fait rien. C'est plus de 10 ans, c'est la toxine tétanique à 0,5. Dans les lésions majeures, propres au tétanogène, ça dépend. Donc, s'il n'est pas vacciné, donc on va donner des immunoglobuline. Dans l'autre, donc, vous voyez, donc l'immunoglobuline et on donne aussi la vaccination. Donc, s'il est bien immunisé, vacciné, donc ça sera une vaccination. Si plus de 10 ans, donc ça sera immuno et donc, immunoglobuline plus vaccination. Donc, si on est devant une blessure tétanogène avec une lésion importante, d'accord, là, on va donner des immunoglobulines moyennes 500 unités en dose. Et on donne aussi une vaccination 0,5. Plus antibiothérapie. Entre 5 et 10 ans, la même chose, donc vaccination plus antibiothérapie. Plus de 10 ans, donc vaccination immunoglobuline plus antibiothérapie. Donc, il faut retenir ce tableau. Si on veut prendre une question commutationnaire évidemment, donc plus le tétanogène, c'est ce qu'il faut. Et à côté de ça, il ne faut pas oublier aussi le tétanos. Donc vous avez le tétanos, mais il ne faut pas oublier la rage. Donc la rage, c'est une blessure. Donc quand on vous donne prise en charge au cours de la rage, n'oubliez pas de mentionner le tétanos. Toutes les lésions, toutes les morsures et griffures peuvent exposer au tétanos. D'accord? Conclusion, donc malgré un vaccin efficace, le tétanos est toujours d'actualité. Donc vous voyez les chiffres, vous voyez. Donc le tétanos néonatal, il est d'actualité, les chiffres, il n'est pas éradiqué à 100%. Donc, tous les pays du monde, depuis ce temps chez l'enfant et l'adulte. Donc, jamais négliger une plaie infectée, une plaie, surtout en contact avec la terre. Donc, chaque fois que vous avez une plaie, il faut la prendre en charge, d'accord? Et si vous la prenez correctement en charge, donc il n'y aura pas de tétanos. La majorité des tétanos donc survient donc pour le tétanos donc néonatal dans le nôtre. Donc la disparition du tétanos néonatal chez nous, il faut le signaler. D'accord? Donc merci pour votre attention. Donc, et je vous souhaite bon courage pour l'examen.